auprès de qui, comment, quoi, qu'est-ce que Ouais. je raconte, quoi. Voilà, on a mis en place, le sourcing, Ouais. les négociations qui n'étaient pas ou très peu, Mmh. finalement mises en œuvre. Bah non, là, on va pas faire de sourcing parce qu'on n'a pas le temps. On va pas faire Mmh. de négo parce qu'on n'a pas le temps. La définition du besoin, elle est par définition assez fastidieuse aussi. Et en fait, on se doit d'être exemplaire sur tous nos marchés finalement. C'est vraiment aussi l'objectif. Donc on présente souvent la commande publique comme étant quelque chose de complexe, mais si au contraire elle pouvait devenir un levier de transformation au service du développement durable et solidaire des territoires. C'est la mission que s'est donnée mon invitée du jour, Laetitia Philippon, chef du service commande publique et achat de Grand Paris Sud. Grand Paris Sud a dévoilé son SPASER un peu plus tôt dans l'année. Alors on rentrera dans le détail de cet outil de promotion des achats responsables un peu plus tard, mais disons déjà que Madame Philippon ne s'est pas contentée de cocher une case réglementaire. Elle a structuré une politique ambitieuse qui met l'écologie, le social et l'exécution des marchés au même niveau que la performance économique. Dans cet épisode, elle nous explique comment la commande publique peut être repensée pour accélérer la transition, renforcer l'efficacité des politiques publiques et créer plus de valeur à la fois pour les citoyens et pour les entreprises. Bonjour Laetitia Philippon. Bonjour. Donc, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à travailler dans le secteur public? Alors j'ai suivi des études de droit, initialement en droit privé. Je me destinais en effet, plutôt à une carrière judiciaire. J'étais vraiment, tournée vers l'avocature, puis la magistrature, donc pas du tout droit public. La fameuse guéguerre entre les privatistes et les publicistes à l'université. J'ai ensuite fait un DESS, ça date un peu, hein, mais DESS droit social. Et puis, j'ai commencé en fait en collectivité, en remplacement, en DRH, donc en lien avec le droit social, donc qui n'avait rien à voir puisque c'était le statut de la fonction publique. Mais j'ai commencé de cette façon sur les conseils de mon maître de stage de fin de DESS justement. Et puis, 2004, donc ça date, hein, je vous ai dit. 2004, création des marchés à procédure adaptée, création Mmh. d'un poste à la direction des affaires juridiques, de la commune, où j'étais alors. Et c'est là que tout a commencé. J'ai rencontré des personnes qui étaient, passionnées, parce que, voilà, passionnées par la matière et qui m'ont transmis cette appétence. Et j'ai commencé, voilà, on va dire un peu de zéro, puisque je ne connaissais pas, hein, la commande publique. Et je me suis formée. Je crois que j'avais fait tout le catalogue du CNFPT et d'autres organismes à Ouais. l'époque, sur la commande publique. Et c'est comme ça j'ai commencé, voilà, il y a 20 ans, sur la commande publique et que j'ai poursuivi en fait toute ma carrière sur cette matière-là, je trouve très intéressante parce qu'intellectuellement, toujours des cas d'école, toujours des cas nouveaux, et une approche aussi pragmatique et opérationnelle qui est absolument nécessaire aussi. Je trouve ça super intéressant, je trouve que vous mettez un petit peu un coup de pied dans une idée préconçue qu'on peut avoir que la commande publique, enfin la fonction publique plutôt, c'est super siloté. Mais vous avez réussi, à rentrer, aux ressources humaines avec un diplôme de droit pour ensuite passer aux affaires juridiques sur les achats. C'est top d'avoir, cette transversalité dans des parcours de carrière, Ouais, bah, c'est la chance qu'on a ouais. aussi dans la fonction publique, hein, Ouais, justement, tout à fait, ouais, ouais. ouais. Et c'est pas forcément, super connu de l'extérieur, donc merci pour ce retour. Et donc maintenant parlons Grand Paris Sud. Donc déjà Grand Paris Sud, c'est un objet, qui mérite d'être expliqué. C'est une agglomération qui regroupe 23 communes et donc la première question, c'est comment ça fonctionne? Et 2e enfin et surtout vous, quel est votre rôle, au milieu de cette grosse organisation, en fait? Alors en effet, Grand Paris Sud, a la particularité, en plus de voilà, de comporter 23 communes, d'être sur 2 départements différents. C'est quand même assez rare pour le souligner. Donc sur le département du 77 et du 91, donc un territoire, relativement étendu, Ouais, assez, et dense. donc très urbain sur la partie, on va dire, plus 91 et assez Ouais. un peu plus, rural, sur la partie 77, avec, 350 000 habitants, donc une Ouais, grosse c'est beau, ouais. agglomération, hein, Oui, oui, oui. une des plus grandes agglomérations, de France. Et avec donc une agglomération assez jeune,
elle va fêter ses 10 ans, Mmh. c'est ça, en 2026, donc l'année prochaine. Donc une agglomération jeune et finalement qui a trouvé son rythme de croisière, alors récemment entre guillemets, mais qui a dû aussi se structurer à la suite de Mmh. sa fusion, puisque c'est une fusion entre plusieurs agglomérations préexistantes. Et donc qui a trouvé son rythme de croisière et qui finalement s'est structuré sur plein de sujets, dont, Ouais. dont les achats. Et sur son mode de fonctionnement particulièrement, bah, vous l'avez dit, il y a 23 communes, donc une articulation sur 2 territoires, une forte mutualisation, Ah sur, oui, plein de sujets également. On en parlera un peu plus tard aussi sur les ouais. achats, bien évidemment. Et voilà, sur le fonctionnement, voilà, un EPCI, on va dire, classique avec quand même beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques avec des compétences aussi, nombreuses, particulièrement sur l'eau, les déchets. Une grosse compétence sur l'eau en effet. Je suis en train de faire la cartographie des achats donc voilà, C'est ça, beaucoup j'ai vu, d'achats ouais, sur cette matière, sur cette dimension-là de l'eau. Les déchets, enfin voilà, toutes les compétences classiques, et un fonctionnement sur 2 territoires, donc avec 2 sièges délibératifs, enfin 2 sièges, dont un délibératif à Lieusaint et un, on va dire, administratif à Ivry, donc une combinaison sur les 2 territoires, sur les 2 départements, pardon, qui est quand même assez, effectivement ouais. assez, particulier. Et donc quel est le rôle de la direction, achat commande publique de Grand Paris Sud, vis-à-vis des communes, de l'agglomération? Comment est-ce que enfin, comment est-ce que vous collaborez? Comment est-ce que vous vous coordonnez? Alors aujourd'hui, moi, je suis chef de service commande publique et achat, donc au sein d'une direction juridique, achat public et qui comporte aussi le foncier. Bon, je peux le dire parce que c'est pas forcément secret, ça va bientôt se faire. Voilà, on va se transformer en direction justement pour donner aussi toute, on va dire, la voie en fait à ce projet-là, cette trajectoire qui est la nôtre sur l'achat public. Hem, avec les communes, en fait, on n'est pas donc nous ne sommes pas un service mutualisé, comme D'accord. peuvent l'être d'autres services. Donc chaque commune, a, voilà, une direction, un service, en tout cas un référent, commande publique achat. Parfois même dans des plus petites communes qui ont plusieurs casquettes, hein, c'est pas circonscrit à l'achat et à la commande publique. Nous avons créé, voilà en 2000, là cette année en mars, hein, 1re réunion du club des acheteurs du territoire justement pour, que les acheteurs, publics de l'ensemble de Grand Paris Sud puissent se rencontrer et échanger les pratiques, échanger aussi, les documents, enfin tous les outils que nous avons, échanger, sur les marchés justement à mutualiser sur le territoire, pour pouvoir mutualiser, les bonnes idées, les bonnes pratiques. Mais voilà, on n'est pas un service mutualisé, en tout cas à ce jour, mais ce club permet d'avoir de fortes interactions et justement, de pouvoir échanger et de mutualiser, tout ce qui peut être mutualisé en termes d'achat, mais aussi en termes de benchmark tout simplement, recueillir les avis, les uns les autres, pour pouvoir Et avancer, sur, nos différents sujets. et comment est-ce qu'une entreprise, peut savoir, comprendre, quelles sont les compétences respectives de l'agglo et des communes? C'est toujours un maillage qui est hyper compliqué à démêler et quand on a, un service à promouvoir ou à vendre, enfin un produit à vendre, on sait pas qui aller voir. Est-ce qu'on doit aller voir la commune? Est-ce qu'on doit aller voir l'agglo? Qui achète? Qui donne l'ordre? Ouais. Qui, en fait? C'est sûr que c'est pas évident parce que, si je prends l'exemple des marchés mutualisés, donc on a quand même un certain nombre de marchés qui sont mutualisés avec les communes du Ouais, territoire, qui sont, j'allais dire la plupart, oui toutes, tous les groupements, en tout cas à ce jour, sont coordonnés par Grand Paris Sud. Mais il est vrai qu'une entreprise ne peut pas deviner que c'est un marché mutualisé et qu'elle doit, par exemple, s'adresser à Grand Paris Sud, dans le cadre de la consultation, par exemple. Enfin, c'est pas si évident que cela. non, Alors on ouais. l'indique, hein, dans les pièces de marché, par exemple, mais en exécution, ça va être compliqué pour une entreprise de Mmh. savoir à qui s'adresser. Bon, après, c'est vrai que c'est pas grave en soi si elle s'adresse à la commune et que, la commune, bah, voilà, le Faire remonter, redirige bien vers sûr, ouais. l'agglomération, mais il est vrai que c'est pas évident. Alors on a quand même pas mal d'évolutions sur les sites, internet respectifs
où c'est un peu plus expliqué. Mais il est vrai qu'en termes de visibilité, c'est pas forcément un exercice facile. Ouais, je le conçois et c'est vrai c'est Ouais. un vrai challenge aussi pour les territoires, hein, cette visibilité donnée tant aux entreprises qu'aux administrés, hein, parce que c'est quand même aussi ça Mmh. la difficulté qu'on peut avoir, d'avoir cette vision de qui fait quoi et à qui s'adresser. Ouais, non, ça c'est un sujet, bon, on y reviendra, un peu après, mais c'est la principale raison, souvent qui fait que, certains accords cadres ressortent sans chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, l'entreprise ne sait pas comment communiquer enfin, sur le contrat et sur ses services, à qui, quand, à quel moment, qui sont les bons donneurs d'ordre, qui a le besoin en fait et passe la commande et parfois c'est source de d'un grand, mécontentement, on va dire, enfin d'une grande, enfin bref, d'entreprises qui sont très déçues, voilà, de déception en fait. J'ai gagné un marché, mais j'en ai rien sorti derrière. Bah oui, mais il fallait que tu l'animes commercialement. Ah bon, mais auprès de qui, comment, quoi, qu'est-ce que Ouais, tu racontes, quoi. Et bon, c'est on sûr, c'est pas rentrera derrière après. Pour rester dans des sujets un petit peu complexes d'entrée de jeu, ce que je vous propose, c'est de parler du spazer que vous avez mis en place avec Grand Paris Sud depuis le début de l'année, enfin que vous avez en tout cas rendu public. Donc pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce dispositif en quelques mots, le spazer, c'est le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Donc spazer, c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est une feuille de route qui décrit précisément les engagements écologiques et sociaux que doivent respecter chaque marché public. Donc, on y trouve, quand on est une entreprise et qu'on ouvre ce document, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les objectifs que se donne la personne publique en termes d'écologie, de sociétal et d'économie aussi, et les moyens concrets qu'elle se propose de mettre en œuvre pour y parvenir. Donc, ça touche qui? Ça touche tous les acteurs publics, les acheteurs publics dont le volume annuel de commandes dépasse 50 millions d'euros. Donc, quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui. Et pour Grand Paris Sud, hein, l'impression qu'on en a de l'extérieur quand on vous lit, quand on lit ce spazer aussi, hein, c'est que ça a été pour vous l'occasion de vraiment structurer votre direction achat euh, presque au-delà de l'objectif de développement durable et de développement social, on va dire. Donc je vous repasse je vous repasse la main sur ce sujet. Vous aujourd'hui, enfin, quel a été le cheminement et comment est-ce que vous avez structuré ce document? Alors justement, j'allais parler de trajectoire parce que le spazer, il n'est pas arrivé comme ça, il est arrivé, après un long non, un parcours en tout cas d'accompagnement, de structuration préalable et finalement, ça a été la concrétisation de tout le travail mené auparavant et puis le point de départ, de toute la suite, hein, qui nous attend. À Grand Paris Sud, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, depuis 3 ans, moi, donc j'étais recrutée il y a 3 ans pour justement, entre autres, mais particulièrement, structurer la fonction achat. Puisque la commande publique a été vraiment circonscrite voilà, la dimension procédurale et juridique. Il y avait pas vraiment, il y avait des petites des petits points d'achat, mais de façon assez ponctuelle et pas structurée plus que cela. Donc l'objectif, c'était vraiment de structurer cette fonction achat, de mettre en œuvre en fait cette dimension achat qui n'existait pas. Donc nous nous sommes fait accompagner par un assistant maîtrise d'ouvrage Mmh. qui a dressé un diagnostic hein, du niveau de maturité achat. Bon, on connaissait déjà, mais voilà, c'est bien de l'avoir aussi Ouais, puis par ça permet une d'avoir. tierce personne, d'avoir cette Mmh. visibilité-là et puis avoir un rendu exhaustif. Et cet assistant maîtrise d'ouvrage nous a accompagnés aussi pour mettre en place des ateliers avec les directions prescriptrices pour savoir un petit peu leurs attentes et puis aussi les axes d'amélioration qu'elles identifiaient sur le process commande publique, particulièrement commande publique et achat, sur le achat de façon générale. Cet AMO aussi nous a aidé à réaliser une cartographie des achats puisqu'on n'en avait pas.
savoir qui achète quoi, combien, comment, par quel biais. C'était un peu la base pour pouvoir aussi réaliser une nomenclature des achats qu'on n'avait pas non plus. D'accord. Donc, ça a été un gros travail en lien avec cet assistant à maîtrise d'ouvrage. Et en fait, cet outil, une nomenclature, voilà, à quoi ça sert, nomenclature des achats, ça nous sert justement à réaliser ensuite tous les ans une cartographie, savoir, voilà, avoir une photographie des achats de Grand Paris Sud, savoir combien on achète, comment, par quel type de procédure, d'achat, type de marché, fourniture, travaux, services, combien, Ouais. quelle direction, et puis bah voilà, quelle marge de manœuvre on a, quelle stratégie à mettre en œuvre derrière. Mmh. Voilà, c'est tout pour pouvoir Et là, piloter finalement les achats. on voit bien la dichotomie, que parfois les entreprises peuvent avoir un petit peu de mal à capter. C'est que les achats, aujourd'hui, dans le public, c'est vraiment, 2 compétences, qui parfois sont distinctes. Il y a d'un côté la compétence juridique de, quelle procédure, comment je l'encadre, quelles clauses. Et on reste sur quelque chose de très juridique et voire administratif. Et la compétence achat à proprement parler, qui est vraiment d'optimiser un montant d'achat, d'optimiser une façon de venir servir un besoin. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus opérationnel et métier. Et c'est C'est vrai ça. que, donc, si je comprends bien, votre mission à vous, ça a été de réussir à faire converger, enfin, du moins, à faire émerger la partie opérationnelle métier et à la faire converger avec une partie plus juridique qui était déjà bien maîtrisée. Euh, mais ok, d'accord. C'est Ok, super exactement intéressant. ça. Ouais, Ouais, c'est exactement ça. Avoir vraiment le pendant du juridique, cette dimension achat qui n'existait que peu, pour bah, optimiser au final les achats, se poser aussi les bonnes questions dès le départ, et d'intégrer toute cette dimension-là aussi de transition écologique et mm, sociale qui est fortement portée par le président Michel Bisson, président de l'agglomération aussi. Donc c'était aussi finalement rattaché aussi la stratégie d'achat à toutes mm, les autres stratégies du territoire, avec toute cette transition écologique et sociale. Voilà, les budgets verts, la transition numérique, le plan d'action climat. Enfin, voilà, c'était vraiment d'être en cohérence avec l'ensemble des feuilles de route aussi, des ouais, stratégies existantes, des feuilles de route existantes ou en cours ou en élaboration. Donc le SPASER, ça a été un gros travail de recensement de ce qui existait déjà, parce on savait qu'il y avait déjà plein de choses en fait qui existaient, mais qui mm, n'étaient pas mises soit en avant ou en tout cas en corrélation les unes avec les autres. Donc ça a été aussi un grand travail de recensement de ce qui existait, de mise en valeur de ce qui existait, parce que c'est ouais, aussi le but, hein. mm, On partait pas de zéro du tout. Et puis pour poursuivre aussi sur la structuration de l'achat, le SPASER, ce qui a précédé le SPASER, c'était aussi dès 2023-24, dans cette structuration-là aussi, par rapport à cette cartographie pardon, et tout ce qu'on avait pu constater, c'est d'expérimenter des nouvelles techniques d'achat. Voilà, on a mis en place le sourcing, ouais, les négociations qui n'étaient pas ou très peu mm, finalement mises en œuvre. Euh, les bilans aussi de marché, les bilans de fin de marché, enfin en tout cas les bilans des marchés ouais. particulièrement récurrents. Ça, c'est super Et important. Ouais, finalement, voilà, le SPASER a consolidé tout ça, a agrégé toutes ces expérimentations qu'on a pu réaliser. Et on a pu compiler tout ce qui était existant, tout ce qu'on a pu expérimenter jusqu'alors dans le cadre de Spazer, et finalement toutes les briques, on a pu voir que toutes les briques, mm, voilà, se sont assemblées. Bon, voilà, il a s'agi aussi d'articuler toutes ces idées et tous ces points dans ouais, des objectifs, dans des axes et des objectifs. Donc ça aussi, c'était un gros travail de co-construction avec l'ensemble des directions. Mais finalement, c'était vraiment, justement hyper intéressant de voir dans quelle mesure ça pouvait prendre forme, et au final qu'on a vraiment, trouvé cette cohérence, dans tout ce qu'on a pu faire auparavant, au niveau des achats, mais aussi au niveau de l'ensemble des directions qui portaient aussi, finalement toutes ces préoccupations-là. ouais, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, le document, qui est disponible, hein, en ligne, et que j'invite, tout le monde à aller consulter, hem, moi, je l'ai trouvé, super concret.
Dire que ça c'est vraiment quelque chose, qui parle, on comprend de quoi ça parle déjà, ce qui parfois, peut peut ne pas être si évident que ça, mais on comprend de quoi ça parle, c'est super concret, il y a des objectifs. Derrière les objectifs, il y a des indicateurs, et on sent que, enfin les indicateurs qui sont mesurables, donc c'est extrêmement concret. Donc, on peut, enfin, en tant qu'entreprise, qui lit ce document, on comprend comment on va pouvoir se projeter, dans vos objectifs et vous aider à remplir, en fait, à faire monter vos indicateurs vers une meilleure note. Heu, pour être un peu, plus concrète encore, ce que j'ai pu lire, c'est que vous aviez déjà, enfin, c'est que cette démarche de Spazer, parce que le Spazer, c'est un document, mais c'est avant tout une démarche, un parcours et le fait de faire avancer ensemble toute une équipe. Ça avait déjà porté ses fruits de manière extrêmement concrète dans certains types de marchés que vous avez mis en place. Donc, je lisais, il y a les marchés de la restauration collective que vous avez complètement repensés pour favoriser les circuits courts et le bio. Vous avez mis en place des marchés mutualisés, autour de produits d'entretien respectueux pour, la santé et l'environnement. Hem, concrètement, qu'est-ce que les entreprises, doivent s'attendre à voir comme évolution dans les marchés du Grand Paris pour pouvoir se préparer? Vous voyez que quel va être l'impact concret sur les marchés qui arrivent, de cette démarche de Spazer, justement? Alors, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Jessica, sur la visibilité Mmh. la bonne compréhension du Spazer. C'est vrai qu'on l'a pensé aussi à destination, bien évidemment, des services des directions de Grand Paris Sud, Mmh. parce que ce document, c'est pas celui de la commande publique et des achats, c'est le document de Grand Paris Sud de l'ensemble des directions, donc pour que chacun se l'approprie. Mais aussi, on s'est mis à la place des entreprises, justement, parce qu'on savait très bien que voilà, l'impact, c'est dans nos marchés publics, dans toutes nos procédures de marché public. Donc, on l'a voulu vraiment clair, simple et on n'a pas voulu justement avoir 50 000 indicateurs qu'on ne sera pas en capacité de suivre et d'évaluer. Donc, on a voulu que ce soit, on voulait que ce soit ambitieux, C'est bien parce qu'il y a mais beaucoup d'entreprises réaliste. qui font cette erreur, hein. Voilà. Donc c'est vrai que Ouais, ouais. c'est intéressant ce type de retour parce que c'était vraiment notre objectif. Alors bien sûr, on en est au début, hein. Et en termes d'impact pour, les entreprises, pour les candidats, heu, le premier impact, c'est vraiment, de détailler, d'étoffer. En fait, jusqu'à maintenant, on avait déjà, hein, des critères, des prescriptions et particulièrement des critères environnementaux, mais qui étaient, relativement généralistes. Ce qui pourrait être juridiquement d'ailleurs, voilà, qui n'était pas forcément, très satisfaisant. Voilà, ça avait le mérite d'exister. On en tenait compte. Aujourd'hui, avec justement, ce Spazer, et les objectifs qu'on s'est fixés avec les indicateurs correspondants, l'objectif, c'est vraiment de détailler davantage et de préciser aux candidats justement ce qu'on attend précisément en matière environnementale. C'est pas, Comment la ouais, démarche environnementale. Bon, OK, ouais. d'accord, bon. Mmh. Là, on a vraiment, étayé là depuis l'adoption du Spazer particulièrement, étayé avec aussi l'aide de, pas mal d'outils aussi qui ont été mis en place par le ministère, hein, les fiches outils, je pense aux fiches outils du commissariat général à développement Réalisé, durable, ouais. Ouais. par exemple, qui, par type de marché, type de métier, permet d'avoir des exemples quand même relativement concrets, sur, voilà, des critères à mettre en œuvre, prescriptions et ou critères, hein, j'entends. Donc c'est vrai que depuis, l'adoption du Spazer, on a des critères qui sont beaucoup plus détaillés. En tous les cas, on décline, ce qu'on attend en termes environnemental, hem, pour que les candidats puissent détailler dans leur mémoire, technique et environnementale justement ces aspects-là, en lien avec l'exécution des prestations, des travaux, des Mmh. services. Mmh. Voilà, on veut vraiment, on a constaté qu'on avait des marges d'amélioration et on veut vraiment guider davantage les entreprises justement, pour qu'elles comprennent ce qu'on attend Ouais. particulièrement, puisqu'en plus, sur chaque marché, ça va être différent en fonction, des thématiques et du type de marché. Et puis du niveau de maturité aussi qu'on sait, Ouais. ou pas, suivant ce Oui. qu'on a fait un sourcing, on sait voilà qu'il y a de la maturité et qu'on va pouvoir aller chercher, encore plus, d'éléments et puis, inversement, quand on sait que voilà, c'est pas encore,
encore trop étoffé ou trop mature, on va être plus limitatif dans ces critères-là. Mais voilà, en tous les cas, sur ces aspects-là, on a plus maintenant on détaille davantage les attentes pour que, à la fois, ce soit en cohérence avec notre SPASER, bien évidemment, puisqu'on s'est fixé des objectifs, et que ce soit beaucoup plus compréhensible de la part des entreprises pour avoir, Oui, de notre côté, au niveau des offres, des ouais. éléments aussi plus concrets à analyser et puis à mettre en œuvre. Parce que nous, franchement, ce qu'on constate, c'est que sur ces dernières années, je pense que au sortir du Covid, on a vu apparaître pas mal de critères assez ambitieux, développement durable et surtout sur tout ce qui touche à l'insertion et au recrutement ou à l'utilisation d'entreprises adaptées, ce genre de choses, enfin, au recours à de. Donc, c'était assez ambitieux. Après, ça a beaucoup baissé. C'est-à-dire que nous, on s'était vraiment mis en ordre de bataille de notre côté pour aider nos clients à faire cette montée en puissance dans leurs organisations, d'une transition vers plus de développement durable et surtout plus de soins apportés aux gens qui recrutent et aux gens qui font travailler. Et derrière, c'est redescendu. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que c'était redescendu très probablement parce que les acteurs publics qui avaient joué le jeu d'avoir des marchés, ambitieux sur ces critères-là, avaient probablement eu des grosses problématiques, de candidature, enfin d'offres en adéquation, en réponse à ces marchés et ensuite de réalité d'exécution et donc ils avaient, rétropédalé, pour, coller à la réalité du terrain, quoi. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans votre démarche, c'est que vous faites vraiment les 2 choses. C'est que premièrement, vous expliquez, donc l'entreprise, en fait, en amont, elle peut se préparer et se mettre à niveau avant même la sortie du marché. Les objectifs et la manière dont vous attendez à ce qu'ils soient, déployés, concrètement sur le terrain sont exposés et deuxièmement, vous leur donnez un mode d'emploi et enfin, c'est quelque chose qui est super fort et surtout, le dernier point, c'est que vous vous adaptez, vous, enfin, vous faites ce travail d'un côté de les faire monter en compétences, mais de l'autre côté aussi de vérifier leur niveau de maturité pour faire en sorte que quand le marché y sort, il soit compatible, enfin, qu'en fait, qu'il soit réaliste par rapport à ce que l'offre peut proposer, quoi. Donc, j'avoue que enfin, quand j'avais vu votre démarche là-dessus, c'est ça que j'avais trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit de ce qu'on peut lire quand on lit tout ce qu'il y a autour du commissariat national sur les achats durables, à savoir que c'est ces lois en fait qui vont permettre au tissu économique de monter en puissance sur ces sujets-là, mais en même temps dans le respect d'un niveau de maturité que des entreprises locales, peut-être plus petites, peuvent avoir réellement sur le terrain, quoi. Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend ? Ok, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir fait cet effort pour les entreprises. Euh, Pour revenir un peu sur vous avez quelques idées d'actions concrètes, quelques exemples concrets à nous suggérer? On parlait de la restauration collective tout à l'heure, on parlait des produits d'entretien. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de produits que vous allez, pousser, promouvoir, enfin avec ce type de critères, dans les mois, les années qui viennent? Alors, peut-être aussi dire, que sur, comment on fonctionne, comment on travaille aussi pour envisager, justement, cette critérisation, en tout cas, cette stratégie aussi d'achat. On se base sur la programmation, de nos achats. Donc là, on est en pleine phase, on est en pleine campagne justement de recensement, de la programmation des achats de l'ensemble des services des directions de Grand Paris Sud et c'est sur la base de cette, finalement de ces toutes ces prévisions
d'achat Mmh. qu'on va pouvoir travailler. Je dis on, c'est vraiment collectivement parce qu'on travaille avec le Eh service oui. compte public achat travaille avec la transition écologique, la direction de la transition écologique, la direction de la cohésion sociale sur l'aspect social, avec la direction du développement économique sur l'aspect plus économique lié à un fournisseur, pour pouvoir se dire ah bah tiens là ce marché-là, cette prévision de marché, il nous semble intéressant de pouvoir la cibler, de se dire oui bah là on sait qu'on va faire un sourcing parce que on sait qu'il y a peu de concurrence ou que c'est un secteur plutôt de niche, ou on sait que la dernière fois on a eu très Ouais. peu d'offres, etc. Donc on sait qu'on va pouvoir, on sait qu'on va devoir anticiper pour pouvoir intégrer un sourcing par exemple, où on sait que sur ce marché-là, il y a vraiment de bonnes pistes en termes de prescription environnementale ou de critérisation. On va pouvoir travailler en amont aussi cela avec nos collègues des directions prescriptrices et nos collègues de la transition écologique. Et puis sur l'aspect social, on transmet, enfin voilà, la façon dont on fonctionne à Grand Paris Sud, c'est on transmet la programmation des directions à notre collègue coordinatrice de clause sociale qui travaille elle-même avec les facilitateurs de clause sociale, qui vont pouvoir cibler et pouvoir déjà calibrer, en tout cas en première intention, un certain nombre de marchés. Et on sait voilà sur quel marché on va pouvoir mettre notre énergie entre guillemets, plus notre énergie, en tout cas se focaliser davantage, sachant qu'on va pas pouvoir déployer et l'environnemental et le social sur Oui. l'ensemble des marchés, bien évidemment. Mais justement, l'idée c'est de pouvoir cibler ces efforts-là en anticipation pour pouvoir aussi, du point de vue du timing, parce que c'est quand même le temps, hein, les délais, c'est quand même aussi le nerf de la guerre au niveau de la commande publique. C'est relativement long quand même. On a des Mmh. délais incompressibles et l'idée, c'est de pouvoir justement anticiper ces leviers, tous ces leviers, toutes ces actions à mettre en œuvre en amont, pour ne pas se laisser justement gagner par l'urgence et Ouais. se dire ah bah non là on va pas faire de sourcing parce qu'on n'a pas le temps. On va pas faire Mmh. de négo parce qu'on n'a pas le temps. Bon ça c'est inentendable, mais Ouais, voilà, c'est aussi ça l'intérêt de la programmation, qui est alors un Grand Paris Sud, pas encore 100 Mmh. exhaustive, au point, Oui, il y a toujours, réalisée et cetera. Mais voilà, en tout du cas, work in c'est une progress, base. quoi. Oui. Ouais. Et sur d'autres donc on sait très bien qu'on va déployer tous ces critères, tous ces leviers d'action encore là, bon, là, sur fin d'année 2025, on est presque à la fin de l'année déjà, de 2026. Déjà, on est déjà sur 2026. J'avais peut-être un exemple sur aussi le lien, et je fais le lien avec le SPASER et la cohérence que Mmh. j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment, enfin, notre ligne de conduite aussi. Par exemple, sur le dernier marché qu'on a passé sur les objets promotionnels qu'on a, hein, que la direction de la Mmh. communication utilise sur les événements, voilà, sur différents Ouais. événements. C'est un vrai L'idée, c'était sujet, enfin je l'ai abordé déjà, auparavant. C'est un vrai sujet, le made in China, sur, voilà. ouais, tous ces goodies, Justement, c'était l'idée, c'était de dire, voilà, soyez cohérents avec, nos politiques publiques et puis ce que le Grand Paris Sud porte, mmh, avec, voilà, les achats responsables. La direction de la communication a mené ce travail de se dire, déjà on réduit parce qu'on a besoin d'avoir tous ces produits-là, tous ces objets-là. Donc on réduit, drastiquement, le nombre de lignes du bordereau de prix, et on réduit vraiment en fait l'offre, hein, qu'on a à proposer parce que justement, on ne serait pas cohérent d'avoir voilà, une multitude d'objets promotionnels et qui plus est made in China. Donc mmh, l'idée, c'était d'avoir demandé aussi là aux candidats des objets, des produits promotionnels soit recyclés, soit recyclables, avec voilà, notamment sur certains produits, voilà, des produits issus des forêts gérées durablement. Il y avait un ouais, vrai parti pris euh, et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce qu'on était dans la continuité et en fait, on se doit d'être exemplaire sur tous nos mmh, marchés finalement. C'est vraiment aussi l'objectif et de dire dès le début finalement, on réduit aussi, le nombre de produits. C'est ça aussi, c'est dès le début, mmh, dans la conception même du marché, se dire: «Est-ce que, hein, j'ai vraiment besoin de tout ça et comment je peux répondre finalement à mes besoins autrement?» Voilà, j'y réponds finalement
avec un nombre de produits réduit, et puis d'une autre façon. Et puis je trouve que pour l'image de Grand Paris Sud et la cohérence qu'on a avec ces produits, voilà, qui sont vraiment, on va dire, écolo, on est vraiment dans le cœur du sujet, on est cohérent sur toute la ligne. Donc c'est Mais vraiment. pour revenir sur ce sujet, j'en parlais avec l'un de. Alors pour le coup, c'est un ami à Marseille qui lui a sorti, enfin, il a monté une entreprise d'objets promotionnels avec un atelier d'insertion. Donc il est à fond dans cette écologie, dans cette circularité, dans ce souci à apporter au retour à l'insertion. Et il me disait, moi, on m'utilise systématiquement dans les marchés comme étant la caution made in France et puis socialement conçue, on va dire. Et donc je fais partie du lot socialement conçu, sauf qu'à côté de ça, il y a des lots qui sont beaucoup plus classiques et qui n'ont pas les mêmes niveaux de prescription environnementale et sociale. Et en fait, en réalité, je sers de faire valoir au titre, enfin, oui, je sers de faire valoir à l'entreprise qui va répondre au marché et qui va m'utiliser pour apporter de l'eau au moulin, hein, surtout ces prescriptions environnementales et sociales. Mais en réalité, je ne serais pas achetée dans le courant du marché Ouais. parce que je suis plus chère. Et en fait, ma question aussi, c'est ça, c'est que cette mesure de critères et d'indicateurs, elle se fait au moment de la passation enfin, au moment où le marché est attribué, où là, on va mesurer quels sont les critères et les prescriptions qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y a aussi une mesure sur la réalité des commandes qui sont effectuées? Alors, c'est notre objectif, hein. C'est clairement notre objectif, parce qu'en effet, bon, je sais que voilà, on n'est pas tous d'accord, hein, entre acheteurs publics. On a, des échanges parfois avec des collègues qui estiment que c'est pas le rôle de la commande publique que de porter ces questions-là, sociales et environnementales, et que, ça ajoute encore de la complexité à de la complexité existante, et que, ça peut rendre les achats, publics, en l'occurrence, moins, efficaces et plus onéreux. Donc il y a Ouais. il y a vraiment, plusieurs écoles. Heu, je pense que, si on le fait, de façon justement intelligente, en tenant compte, du niveau de maturité, via différents leviers d'action dans le sourcing et cetera, mais bien que le sourcing, on sait très bien qu'on peut pas le mener à chaque, procédure, hein. Oui. Non, Je pense qu'on peut trouver, en fait, c'est l'équilibre, en fait, qu'il faut trouver entre tout cela. Entre à la fois les exigences sociales et environnementales et la réalité économique. C'est où on place le curseur. En effet, si on est trop exigeant, on le disait tout à l'heure, sur les prescriptions, sur les critères, on va déjà fermer le marché, avoir beaucoup moins de concurrence. Donc notre objectif, c'est pas d'avoir des infructueux, et de 2, potentiellement avoir des prix peut-être plus élevés, parce qu'on va avoir vraiment exigé, le top du top, et Mmh. ça a un coût. Bah Donc oui. Ah ouais. l'enjeu, c'est où on place le curseur, et c'est vraiment pour ça aussi qu'on s'adjoint, voilà, l'accompagnement et l'aide de nos collègues, des directions, transition éco, des directions, sociales, parce que bon, c'est quand même les sachants sur ces sujets-là, et qu'on doit dialoguer, en permanence sur justement à quel niveau on place notre niveau d'exigence. Hem Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, et ça doit pas être, Oui. enfin moi ce qu'on souhaite pas, c'est que le spaser soit de l'affichage, clairement, c'est ça, c'est Exactement, pas bah, un c'est spaser un peu pour un mon spaser. retour, ouais. Voilà. C'est un peu parfois nous, ce qu'on constate en tout cas, hein, heu, c'est qu'effectivement parfois c'est utilisé, enfin ces clauses et ces critères, hein, au-delà même du spaser, hein, sont utilisés pour cocher la case réglementaire. Mmh. Mais derrière, dans la réalité du terrain, en fait, c'est pas du tout déployé. Donc, on sent bien que on montre patte blanche, mais qu'il n'y a pas forcément une volonté derrière de le déployer. Mais alors du coup, pour revenir sur des choses peut-être un peu plus positives, demain vous avez une entreprise qui candidate à votre marché. Comment est-ce que vous lui conseillez d'utiliser le spazer? Est-ce qu'elle se contente de lire le dossier de consultation, le CCTP, ou est-ce qu'elle peut aller un peu plus loin pour se renseigner? Enfin, quels sont les éléments qui pourraient l'aider à se démarquer au niveau de sa candidature et enfin, comment est-ce qu'elle peut vous aider en fait, hein, c'est vraiment ça quoi. Alors Parfois tout n'est pas écrit dans un CCTP, hein.
Alors, tout n'est pas écrit dans un CCTP. On n'adjoint pas le SPASER à chaque consultation, hein, parce que sinon ça alourdirait beaucoup. Et puis, dans le même temps, on se met à la place des entreprises. Ouais. Si elles devaient aller lire tous les SPASER de tous les acheteurs publics qui en ont un, bon, c'est assez fastidieux, même si la plupart Ah du ouais. temps, les objectifs se recoupent. Enfin, on peut trouver des Oui similitudes. et Mais bon, puis, on c'est est quand sur même. une catégorie de produits, donc on n'est pas obligé de lire les 50 pages, hein. Oui, tout On à peut fait. lire les 2 pages qui nous concernent. Mais oui. Donc alors c'est sûr que c'est mieux, si, le candidat, va lire effectivement, en tout cas va un peu prendre connaissance des éléments du SPASER en question, c'est certain. Hem, En tous les cas, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ce travail de détail aussi des attentes Mmh. et qu'on essaye de systématiser tant que possible aussi des cadres de réponse, cadres de mémoire, pour pouvoir guider aussi, les réponses, des candidats. Bien sûr. Voilà, qu'on Qu'il y ait pas de qu'on piège sur la structure forme, hein, que vous soyez vraiment juge du fond de l'offre, mais pas de la forme, quoi, effectivement. Ouais, qu'on puisse, tout à fait. structurer, que les candidats puissent structurer aussi leurs réponses, que nous derrière, ça nous facilite aussi le travail Mmh. d'analyse. Hem Et j'ai envie de dire, le SPASER ou même en dehors du SPASER, hein, tout ce portage que peuvent avoir les collectivités sur ces dimensions sociales et environnementales. Parce qu'en dehors du SPASER, on peut avoir des feuilles de route ou Mmh. des grandes délibérations quand même, voilà, qui donnent la trajectoire. Hem notre objectif, c'est aussi, d'embarquer et de pousser, les entreprises justement à y aller, parce que parfois certaines peuvent être, voilà, peut-être réticentes parce que ça peut avoir un coût, hein, de structuration et d'organisation interne. Donc l'objectif du SPASER, c'est aussi d'impulser, cela et puis d'envoyer un message aux entreprises, qui se poseraient la question de dire: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'en fais plus? Ou je m'arrête là?» Donc l'idée, c'est vraiment, nous, d'en faire un peu plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on était un peu trop généraliste et un peu, «en surface» entre guillemets. Notre idée, c'est quand même de pousser le curseur un peu plus loin, sans en faire, non plus trop. Encore une fois, de placer le curseur au bon niveau, Oui, ouais. mais d'être en cohérence aussi et justement que ça reste pas de l'affichage parce que, à mon sens, la démarche environnementale, bon, derrière, comment on va faire pour vérifier? Alors que justement, en allant plus dans le détail, et en se focalisant sur des 3-4 points clés sur l'environnemental, on va pouvoir plus facilement derrière demander des justificatifs en cours d'exécution et ou de pouvoir aller vérifier, alors vérifier sur le terrain ou en réunion de chantier ou, en revue contractuelle, par exemple. Voilà. Donc OK. Donc peut-être que le conseil, ce serait pour une entreprise, d'anticiper par elle-même les moyens de remonter l'information pour, vous faciliter le suivi de l'exécution du contrat conformément aux clauses que vous avez, tout à pu fait. mettre dans les cahiers des charges, quoi. Et nous, notre prochaine étape justement, parce qu'on le fait pas forcément encore, vraiment bien aujourd'hui, on va se fixer des objectifs. Donc vraiment c'est progressif, hein. C'est encore une fois, je l'ai pas dit, mais la démarche aussi, Oui. je l'ai expliqué, hein, elle est progressive. C'est pas, on décrète d'un SPASER et puis voilà, tout va se Et puis on peut pas révolutionner. sortir parfait à J1, Voilà. sinon on sort jamais, hein. C'est Voilà, c'est vraiment une démarche progressive et là, l'idée, c'est d'adjoindre aux critères, justement, de nouvelles clauses aussi. Alors pas en faire, des tonnes, des romans, mais de nouvelles clauses qui vont permettre aussi de pouvoir demander en cours d'exécution, voilà, d'organiser soit des points réguliers ou d'avoir des rendus, sur tel ou tel point, sur l'aspect environnemental, mais ça peut être le cas aussi pour le social. OK. OK, non, très intéressant. Pour revenir à des sujets, un peu plus classiques, et sortir de la spécificité voilà, je vais y arriver, spécificité du spazer. Est-ce que vous avez des conseils, à donner sur ce qu'est une bonne candidature ou au contraire, des anecdotes à nous raconter sur ce qu'est une mauvaise, candidature? Là, c'est faux. Là, vous pouvez y aller sur, les petits exemples, les anecdotes, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On est friand de ce genre de retour. Alors bon, après, ça va être assez classique, hein, comme remarque, mais c'est vrai que les mémoires, hyper volumineux, très standardisés, enfin, on sent que c'est vraiment standardisé, hein, que c'est vraiment, de l'offre, on va dire «au kilomètre» entre guillemets, hein. Heu,
c'est pas hyper satisfaisant parce que d'une part, c'est très volumineux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cadre de réponse ou de cadre de mémoire. Ça permet d'un petit peu de circonscrire les développements qui sont parfois beaucoup trop volumineux. Quand on voit ça, on sait qu'on va devoir analyser l'ensemble du document. Donc, c'est déjà fastidieux. Donc, ça facilite pas la tâche. Et puis, je disais la standardisation. On ne demande pas non plus une personnalisation à outrance, mais voilà, un minimum. Quand on voit parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des coquilles. Alors, on n'en tient pas forcément rigueur, mais c'est vrai que voilà, on voit finalement que c'est une autre collectivité qui est citée dans dans le mémoire, par exemple. Bon, Ah oui, j'avoue que ça, là, c'est ça arrive parfois. Bon, oui, au-delà du fait je que ça nous paraît pas sérieux, on s'arrête pas oui, je là, ça comprends. peut arriver, hein, bien Ouais, ouais, je évidemment, mais comprends. on voit que c'est là qu'on voit que c'est assez standardisé aussi. Mmh. Hem et j'ai envie de dire, ce qu'on attend d'une entreprise, c'est qu'elle ait lu, bien évidemment le dossier de consultation. Quand on voit certaines questions qui sont posées en cours de consultation, on se dit: il a pas lu, la société, elle a pas lu le dossier de Ouais. consultation parce que c'est écrit. Alors parfois, c'est vrai que ça peut être aussi volumineux et peut-être pas compréhensible, donc à nous aussi d'en prendre, d'en tenir, d'en tirer la conclusion aussi, de dire peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Mais ce qu'on attend, voilà, c'est aussi une offre Oui, nous synthétique, je ça serait conçois, vraiment on voit ouais. passer les questions, parfois c'est un peu abusé. Je je vous rejoins. Parfois, bon, c'est juste qu'effectivement l'information peut ne pas être comprise ou avoir besoin d'être clarifiée, mais parfois effectivement on sent que c'est des questions, qu'il y a un jeu de questions de base en fait, qui sont faites par les entreprises et que, elles ouvrent un DCE en se disant: «Bon, bah, ça je vais d'abord tester les questions avant de commencer à m'intéresser au dossier», quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est ça. Nous, ce qu'on attend, c'est que bon, il y ait une lecture du dossier de consultation, hem et qu'on puisse voir, à la lecture du mémoire qu'il y ait quand même une préoccupation des attentes. Il y a eu une lecture des critères aussi et que le mémoire, il soit quand même en cohérence avec ces critères-là, qu'il soit adapté en fait. Ça, c'est vraiment l'idéal, pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un gros pavé et puis qui est envoyé, voilà, sans distinction Le aux petit acheteurs poucet, publics en pour, fonction retrouver la bonne info au bon moment, c'est ça. pour être super concret, donc nous, ce qu'on voit côté entreprise, hein, c'est, les critères de notation qui sont dans le règlement de consultation. Parfois, ces critères de notation sont divisés en sous-critères, jusqu'à des niveaux qui peuvent être, assez, directifs, mais pour moi, c'est une bonne chose, hein. C'est que ça permet vraiment de comprendre, où est-ce que vous voulez qu'on aille. Dans le meilleur des cas, on a un CCTP qui est rédigé sur le plan des critères et donc c'est facile pour l'entreprise de faire une réponse argumentée où, j'ai mon plan, donné par les critères et en face de ça, j'ai mon CCTP qui suit ce plan-là et donc, j'ai qu'à prendre, chaque prescription fonctionnelle qui est faite et expliquer comment moi je vais la déployer, dans mon service ou dans mon produit. Là, en fait, pour nous, entreprise, on comprend clairement comment on va être noté, mais ma question, c'est plutôt, quand on n'est, pas dans cette perfection, on va dire, en termes de matching de, critères, sous-critères et plan du cahier des charges techniques. Vous, comment est-ce que vous structurez vos grilles de notation? À quoi est-ce qu'une entreprise doit s'attendre, en fait? Parce que vous voyez, parfois, c'est juste une incompréhension et une méconnaissance de vos pratiques, qui fait que le mémoire technique ne per enfin, vous voyez, c'est tout simplement parce qu'ils savent pas ce que vous voulez, qu'ils vont répondre à côté de la plaque. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de leur expliquer comment est-ce que vous structurez vos grilles de notation et vos process de notation pour que l'entreprise comprenne bien comment elle doit structurer son mémoire technique pour vous faciliter la tâche et surtout s'assurer que toutes les informations qu'elle aura mises dans son mémoire technique seront comprises parce que mises au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, quoi. Alors, alors nous, la corrélation entre, grille de notation, critères et CCTP, on n'y est pas encore. On n'a pas, alors Oui, parfois ça c'est dur, peut hein. être le cas, mais parfois non et je pense que la plupart du temps, ça n'est pas forcément le cas. En revanche ce que nous faisons, alors on essaye tant que possible et c'est pour ça que je parlais de systématisation, même si ce n'est pas encore le cas. On encourage fortement les directions à prévoir un cadre de réponse ou cadre de mémoire, voilà, les Mmh. intitulés peuvent être différents suivant les collectivités, pour justement,
déjà être structuré et pouvoir guider les entreprises sur ce qu'on attend en termes de réponse. Avec, moi, ce que j'apprécie particulièrement, ce que je trouve plus intéressant, c'est d'avoir les critères, les sous-critères, voire les items avec des Mmh. questions particulièrement. Qu'est-ce qu'on Ah oui, attend? bah oui, Quelles sont les questions qu'on a envie de mais oui. poser pour Non, que mais ça paraît pouvoir que ce tellement soit évident, voilà, mais si un vous jeu de saviez, on ne le trouve pas, on ne le voit pas. Mais c'est en fait, posez-nous des questions. En fait, dites-nous ce que vous voulez savoir, hein. Parfois, on a l'impression d'être obligé de ingénierer là, toute la logique, qui a été faite par les métiers pour dire ce qu'ils voulaient, quoi. Alors qu'en fait, le dire clairement, bah Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tant que mmh, ça. Donc on essaye de faire cet exercice tant que possible. Moi, j'aimerais que ce soit systématisé, c'est pas encore le cas. Ça fait partie aussi, heu, comme on en a échangé, de la conduite aussi du changement, hein, voilà, des évolutions, petit à petit. Donc sur la construction de la grille de notation, nous, comment on travaille, c'est que, on demande aux directions, quand elles définissent leurs besoins et justement, quand elles définissent et leurs besoins et les critères qui vont avec, les exigences minimales qui vont être dans les prescriptions et puis, les attentes et ce sur quoi on va pouvoir apprécier les offres, c'est de construire cette grille de notation en même temps qu'elles définissent le besoin, enfin quand elles ont défini et puis qu'elles sont dans la phase, on va dire de consolidation, de mmh, définir la grille de notation et puis, les attentes, quel document correspond aussi à quels critères? ouais, Pour éviter d'être, un peu démunis au moment de l'analyse, parce que ça sera trop tard, on aura déjà prévu. mmh, Donc c'est vraiment un travail dès le début, dès la construction du marché en fait et dès la définition du besoin. On essaie d'être, le plus détaillé possible. Parfois, voilà, ça va dépendre des marchés parce que, bah, en fonction des mmh. directions, on n'a pas forcément les mêmes approches et voilà, on a le même Oui, il faut accompagnement, réussir mais on n'a pas à les faire mêmes avancer tout le monde dans approches. le même sens. Ouais, Voilà. non mais j'ai compris, OK. Donc voilà, on avance petit à petit, mais on essaye. Moi, vraiment, c'est vrai qu'en plus, c'est un des axes du Spaser aussi, hein, enfin, Mmh, parmi, l'ensemble du Spaser, mais l'idée, c'est d'être, le plus, compréhensible possible, mmh, compréhensible et puis, que les candidats comprennent le mieux possible ce ouais, qu'attend Grand Paris Sud dans le cadre de l'exécution de ces marchés, et dans le cadre de l'analyse des offres. En fait, voilà, on a certaines directions qui, et je pense que c'est assez répandu encore, qui pensent que, si elles détaillent trop leurs attentes, oui, on va avoir un lissage des offres et moi, c'est OK. vrai que j'ai du mal à comprendre bon voilà, cette idée-là Je parce vous que je rejoins pense complètement, hein. Mais au oui. contraire, plus on va être précis et plus on va détailler nos attentes, Mmh. plus alors déjà de un, non, on va pas avoir des offres identiques parce qu'on n'a pas des propositions qui le sont forcément, mais Et on puis aura en surtout tous les cas une meilleure compréhension et ouais, des réponses qui seront adaptées avec, bah, tous les éléments dont on a besoin pour analyser et apprécier. ouais. Et puis surtout, faut différencier, enfin là, on est plus dans une approche fonctionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut différencier le besoin en termes de besoin, vraiment, point de douleur, qu'est-ce qu'il faut que enfin, qu'est-ce que je cherche à résoudre? Et en face de ça, quelle est la solution que je préconise? Et en fait, le point, il est là. C'est qu'il y a un cahier des charges parfois qui est trop détaillé Mmh, sur, la tout à fait. solution préconisée. Là, par contre, ça bloque complètement, la diversité au niveau de l'offre et la possibilité pour vous d'obtenir des offres qui sont aux standards du marché, tout simplement, parce qu'elles ont le bon niveau d'innovation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps de faire un sourcing avant et qu'en plus, les préconisations sur, le déploiement de la solution sont ultra précises, bah, là, vous pouvez être sûr que vous allez, C'est travailler avec sûr. des acteurs, sur une solution qui a 10 ans et qui a probablement, des boîtes qui se sont montées avec des solutions bien plus performantes sur les dernières années, mais qui pourront pas répondre, quoi. Donc, c'est vrai que la notion d'expression de besoin, elle est, ultra complexe, quoi. Ouais, c'est le encore une fois, là aussi, c'est voilà l'équilibre, le juste équilibre entre le besoin, précis, et le besoin fonctionnel. Alors on sait que souvent c'est un mix, il y a un mix Ouais. des 2, mais c'est vrai que sur certains marchés, je pense qu'on a à gagner, d'avoir plus de besoins, voilà, de définition fonctionnelle, Mmh. parce qu'en effet, ben, voilà, on l'avait dit, derrière, on aura beau trouver, plein de critères,
on va se fermer la porte tout seul, en fait, et on va pas avoir une diversité d'offres, qui est à la hauteur de ce qu'on imaginait. Donc, Surtout, vous allez pas avoir la qualité que vous méritez. En fait, c'est ça le truc, hein. Nous, on le voit parce qu'on travaille beaucoup avec des boîtes qui ont des solutions, plutôt neuves, donc au dernier niveau de standard du marché et la première chose qu'on fait quand on ouvre un DCE, pour ces entreprises-là, c'est qu'on va regarder s'il y a pas des préconisations qui nous empêcheraient de répondre et du coup, on pose des questions dans ce sens-là à travers la plateforme acheteur, hein, pour réussir à faire sauter ces préconisations ou du moins à les assouplir pour nous donner la possibilité de répondre. Et en fait, ce dont on se rend compte plutôt, c'est que déjà, premièrement, les acheteurs sont super ouverts. C'est-à-dire que moi, je suis très étonnée, c'est que quand on fait ces demandes-là, en général, les gens vont dans notre sens et nous donnent la possibilité de répondre en ouvrant euh, peut-être une préconisation qui était un peu fermée. Et la deuxième chose, c'est qu'on est même arrivé certaines fois à avoir des marchés qui sont revenus sans suite et qui ont été relancés avec un CCTP mis à jour. Et ça, d'accord. je trouve que de la part du secteur public, des acheteurs publics, c'est un signal qui est hyper fort parce que on se doute bien que vous, faire revenir un marché sans suite pour le relancer, ça vous coûte du temps, de l'argent, et donc ça veut dire que vous avez apporté un vrai soin, une vraie attention à l'analyse de l'offre qui a pu être faite et vous voulez vraiment avoir le service le plus optimal en fait pour votre direction. Et ça, je trouve que, en tout cas, c'est un super bon signal à envoyer aux entreprises, quoi. Ouais. Et l'ouverture aux besoins, plus fonctionnels, je pense que là aussi, hein, voilà, c'est une démarche, qu'on a engagée et qu'on a consolidée par le biais du Mm. Spaser. C'est vraiment pas une mauvaise volonté de la part des directions. Voilà, je pense qu'il y a une crainte, et une envie de bien définir et d'avoir cette crainte de pas avoir, voilà, des réponses aux besoins. Et voilà, à nous aussi, au niveau de la commande publique et des achats, de les former, de leur montrer que c'est possible aussi, d'écrire un cahier des charges plus Ouais, ouvert, déjà ouvert aux variantes, parce que c'est vrai que nous, on en a peu à Grand Paris Sud, ouverture aux variantes c'est déjà. dur les variantes, hein. Voilà, Mais nous, on le voit, hein, même quand c'est possible, en fait, on sent que ça a été tellement contraint c'est ça. qu'il faut vraiment sortir l'offre de base et la variante. Parce qu'en Ouais. fait, on sera noté sur l'offre de base et que la variante, c'est plus pour faire un sourcing déguisé ou Mmh. enfin, c'est, Ouais, enfin, nous, on le sent un peu comme ça, hein, ouais. voilà, c'est des habitudes aussi, et je pense que ça part, voilà, d'une bonne volonté, voilà, de vouloir vraiment, circonscrire le besoin, le définir, correctement. Mais voilà, à nous aussi, d'essayer de montrer que la voie du cahier des charges fonctionnel est possible, enfin, en Ouais. tout cas, plus fonctionnel est possible. Donc ça aussi, ça fait partie de nos objectifs, nos axes de travail, voilà, à Ça, l'avenir. techniquement, c'est super compliqué, hein. Enfin, Ah oui, oui, c'est compliqué, courage, donc on voilà, est avec vous. c'est comme je dis, c'est petit à petit, il y a plein Ouais. d'autres axes aussi, des actions à mettre en œuvre. Voilà, ça fait partie, des souhaits, des objectifs. Voilà, je sais qu'on va y arriver petit à petit, mais Mais du voilà, coup, c'est vraiment un vrai enjeu. pour reboucler avec ça, en fait, nous, ce qu'on constate aussi, hein, c'est que les retours des entreprises, que les entreprises qui travaillent avec le secteur public déjà nous font, c'est on prospecte, on fait de l'avant-vente, mais c'est vachement compliqué. C'est-à-dire que les acteurs publics ont beaucoup de mal à nous recevoir. Ils sont dans une posture de méfiance extrêmement importante. Alors qu'en fait, pour moi, à mon sens, hein, ce serait pour eux un excellent moyen de faire un sourcing passif, c'est-à-dire pas besoin de m'organiser pour faire un sourcing, l'information vient à moi, euh, faisons en sorte de la recevoir et comme ça nourrira une réflexion fonctionnelle justement sur le prochain marché public, quoi. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour faciliter ces actions on va dire prospection, mais le mot en soi hérisse en général plupart des gens qui en sont victimes, enfin, je veux dire, c'est vraiment vécu comme ça, alors qu'en fait, ça peut être vraiment un moment d'échange d'informations hyper bénéfique à tout le monde. Est-ce que vous avez des conseils pour aider les boîtes à améliorer leur approche, à ne pas faire peur aux métiers qu'elles vont voir, voyez, à fluidifier un peu cette possibilité de rentrer en contact, quoi. Alors déjà sur la possibilité de rentrer en contact, c'est vrai que c'est
voilà, c'est un mythe entre guillemets, mais en tout cas, c'est vraiment une idée très ancrée aussi, Mmh. hein, dans la tête Ouais, des directions aussi prescriptrices, parce qu'on leur a, je pense que on, alors c'est indéfini, on, mais oui, voilà, nos prédécesseurs leur ont fait peur ouais. et que maintenant, c'est vrai que c'est assez, on marche un peu sur des œufs. Mmh. Nous justement, on a formé en interne, hein, voilà, la plupart des collègues, des directions, et on leur a bien dit que c'était possible de rencontrer les entreprises. OK. Bon, bien sûr, il y a un cadre, il y a quelques précautions à prendre, mais que c'était possible parce qu'en effet, alors nous, au niveau de la commande publique et achat, on reçoit, hein, des Et du messages du coup, aussi, c'est quoi ces précautions? alors Comment est-ce qu'une je entreprise, vais elle peut les anticiper pour mettre à l'aise justement? alors je vais y venir. Nous, on reçoit des messages et c'est vrai, comme vous l'avez dit, on n'a pas forcément, le temps, Oui. et puis c'est pas forcément au niveau de la commande publique et de l'achat que Mmh. ça va se passer puisque c'est plus, une présentation technique aussi, présentation technique, innovante et cetera, donc c'est hyper intéressant. Nous, ce qu'on dit aux directions, c'est déjà vous pouvez aller, vous pouvez recevoir, les les entreprises. Alors bien évidemment, dans le cadre soit de sourcing, et pas, 1 semaine avant la publication d'un marché. Certes. Voilà, on arrête les discussions, les échanges, alors ou des Mmh. salons aussi, dans le cadre de salons, de forums, et cetera, donc ça, c'est aussi possible. Et d'ailleurs, on a transmis, notre apprenti avait, fait voilà, toute une petite liste de salons sur différentes thématiques pour les proposer aux directions, pour leur montrer aussi que, bah, elles pouvaient y aller justement. Le but, c'était d'aller dans les salons, pour pouvoir Droit de alimenter le sortir, sourcing et ouais. rencontrer les fournisseurs. Donc l'idée, c'est de pas, d'arrêter les échanges. Voilà, nous, je préconise, c'est à peu près un mois avant, quand on sait qu'on va avoir le marché à publier, bien évidemment, 1 mois avant, on arrête les échanges. Et puis, les précautions à prendre pour les directions, c'est pas d'informations privilégiées Oui. sur la consultation à venir. Voilà, pour respecter l'égalité de traitement aussi entre les différents Mmh. fournisseurs, et de pas favoriser l'un d'eux. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir, circonscrire, pardon, voilà, la présentation du besoin, voilà, d'aller de pas aller dans le détail vraiment, par exemple des lots ou des estimations financières ou du budget, voilà, on peut avoir les grosses mailles, des grandes idées, pour que, bah, bien évidemment, les entreprises, sachent si elles vont y aller, si ça les intéresse, susciter leur intérêt et tout ça. Bah, c'est ça. Mais voilà, voilà, c'est possible et c'est même, enfin nous, dans le cadre du sourcing, on l'encourage, Mmh. parce que comme on l'a dit, ça évite aussi, bah, ça nous évite de refaire un sourcing, voilà, un peu plus, on va dire, formalisé, le cas échéant. Hem et voilà, donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour à destination des entreprises, c'est, peut-être, au lieu de faire peut-être des messages qui, on a l'impression, tombent dans un trou Ouais. noir, dans un puits sans fond, peut-être, participer, davantage tant que c'est possible, aux, rencontres fournisseurs, aux salons des achats, des types d'événements de ce genre. Et j'en profite d'ailleurs pour faire la promotion de la convention d'affaires que Grand Paris Sud va organiser le 13 novembre prochain, où Eh ben, justement c'est une on rencontre, relaiera. avec, voilà, les fournisseurs aussi, fournisseurs du territoire, mais pas que. Donc de participer à ce genre de rencontres qui permettent justement de se faire référencer, c'est un des objectifs. Et puis aussi, d'aller sur les sites aussi des acheteurs publics. Alors c'est vrai, c'est pas évident, il faut aller sur Ouais, il y chaque a site. ouais, puis Hem honnêtement, il y en a peu qui ont des guichets, enfin des C'est portes ça. d'entrée, Nous, mmh. bah, par exemple, on n'en a pas encore. On va le Ouais. mettre en ça fait partie des actions à mettre en œuvre aussi Bah, pour se voilà, faire, justement. référencer. Mais voilà et après, voilà, je pense qu'il faut, enfin, je pense il faut persévérer quand même, heu Mmh. et parce que les choses sont en train d'évoluer, on l'a dit, voilà, pas mal d'acheteurs publics sont en Oui, train on voit. de, voilà, de se structurer au niveau des achats, Une question de de mettre génération en œuvre aussi, hein. voilà et justement d'ouvrir cette porte aux fournisseurs et de structurer, les relations avec les fournisseurs, de mettre en place des, rencontres fournisseurs, de structurer aussi, le suivi contractuel. Nous aussi, c'est un des axes, voilà, qui est très important à l'avenir. Mmh. Voilà, ça se structure et donc le dialogue avec les fournisseurs va
est en train de se mettre en place et va nécessairement se mettre en place. Et j'ai envie de dire, même au vu du contexte économique, Oui. de la restriction de la concurrence de façon générale, Mmh. on n'a plus le choix. Je dis les acheteurs publics, on va plus avoir le choix que de dire oui, il faut vraiment dialoguer, il faut faire du sourcing, il faut parler de nos programmations, il faut présenter notre programmation au Vous monde avez l'impression économique, que le etc. niveau de concurrence, il a baissé? Alors bon, moi c'est pas moi qui le dis, hein, ça fait partie des Ouais. des voilà, des comptes rendus, des bilans, je crois que c'était la Cour des comptes, la Cour européenne et cetera, qui même au niveau européen, hein, c'était le constat. Au niveau national, oui, on a alors ça dépend des encore une fois, ça dépend des types de marchés, ça dépend des secteurs Mmh. économiques. On a sur des secteurs où on a quand même beaucoup de concurrence, sur d'autres, on voit qu'on en a quand même pas énormément, alors que les niveaux, financiers sont quand même intéressants. On Ouais. a aussi eu, le jeu aussi, des fusions-absorptions, restructuration d'entreprises et finalement moins d'opérateurs en face. Donc c'est un vrai Mmh. problème, hein, pour les acheteurs publics en effet, Ouais. parce que nous ce qu'on veut, c'est quand même un minimum de concurrence, Mmh. pour que ce soit intéressant, pour qu'on ait des offres aussi à comparer tout simplement, Mmh. et d'avoir en tout cas, voilà un vrai jeu de concurrence qui se met en œuvre. Donc, alors particulièrement un grand paresseux de pas, notablement là depuis, quelques années, mais enfin sur des secteurs, on voit qu'on n'a pas non plus énormément et en tout cas, bon ça fait un peu daté, C'est mais quel secteur, depuis par le exemple, ça peut début donner de à ces entreprises de se positionner, hein? N'hésitez pas à être, enfin, vous ouais, voyez, à lancer un appel, en tu tout cas fais depuis 20 ans, voilà ça fait dater, mais quand même, depuis 20 ans, moi je trouve que, il y a moins de concurrence de façon ouais. générale. Après sur certains secteurs, là, qu'est-ce que j'aurais comme, les secteurs où on a eu plus d'offres qu'on avait imaginé, Ouais. beaucoup plus d'ailleurs. Heu, j'ai envie de dire sur les prestations intellectuelles, Oui. on a ce qu'il faut, c'est pas vraiment un sujet, Mmh. parce qu'il y a quand même vraiment de la concurrence. Mmh. Sur d'autres, au niveau technique, je pense, bon métallerie, serrurerie, là, je pense vraiment travaux, hein. Ouais. On a un vrai sujet, un vrai problème là-dessus. Ah Je beh, c'est le voilà, problème du patron qui travaille debout. ouais, tout à C'est le fait. problème du patron qui travaille debout au milieu de ses équipes et en fait, lire un dossier de consultation de Ouais, 20 ou ouais. 30 pages, c'est vachement compliqué et derrière, rédiger un mémoire technique, mais même de 10 pages, Ouais, c'est en fait, il est debout avec ses équipes. Donc pour lui, c'est c'est ça. indispensable, quoi. On voit bien qu'il y a vraiment, sur des opérations de travaux avec, bah, à l'OTI, hein, parce que de toute façon, on a l'obligation d'allotir et justement, on fait en sorte, de toucher tous les métiers et cetera et en fait, on a des infructueux parce Ouais. qu'on a ces problématiques-là de plus petites structures qui sont pas en capacité de, Mmh. se mettre en ordre de marche, qui ont pas les moyens. C'est ça. Et c'est vrai qu'il contrecarre un petit peu justement notre travail de dire: «Ah mais il faut allotir, il faut justement penser aux TPE-PME» et on se retrouve avec des infructueux donc c'est vrai que là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que Heu, le gros ne répond pas? Parce que le lot est trop petit? Bah, soit, oui, enfin non, le lot est trop petit, je ne sais Bah, pas ouais. justement, on a des vrais enjeux sur les allotissements en matière de travaux, ça c'est sûr. Donc à nous Bah, aussi, je suis pas sûre de comprendre. Pour d'alimenter moi, le en fait, s'il y avait pas un allotissement fin, vous auriez plus d'infructueux parce que, la partie de l'offre qui est pas, adressée, ferait partie d'un lot plus global? non, alors, oui, on peut alors, de Oui, faire ouais, les macro lots, ouais. c'est voilà, c'est compliqué aussi parce que, certains opérateurs sont pas en capacité de répondre ou sont obligés de s'organiser en groupement et ça peut être, c'est-à-dire en termes de temps, c'est C'est compliqué et compliqué en aussi. termes Ouais, tout ça fait simplement, enfin, peur. c'est pas possible. Ouais. Et à l'inverse, on va justement, être fin dans l'allotissement et on va peut-être bah, voilà, tomber sur des petites structures qui sont pas en capacité de répondre au marché parce que, pas organisées pour, pas les moyens humains, pas le temps, et cetera. Donc c'est encore une fois, où on place le curseur, même si on a l'obligation, hein, normalement de faire justement, le plus fin qu'on peut en lien avec le tissu économique, enfin le secteur économique. Mais voilà, sur, par exemple, la métallerie-serrurerie, c'est un vrai sujet, parce que, Mmh. c'est, infructueux, enfin beaucoup d'infructueux. Ouais, Donc OK. OK. voilà, mais Et c'est quoi? C'est des accords cadres ou c'est des procédures, qui ciblent, une commande en particulier?
et Alors, un on va ouvrage? avoir, alors là, dans ce que enfin, dans ce que je pense, c'est sur des opérations. Des D'accord. opérations particulières, opérations, Ah mais c'est ça mais qui est on a compliqué. un gros accord cadre, d'entretien, hein, le marché, Ouais. d'entretien, des bâtiments, par exemple, qui a, justement, tout par lot, par corps de métier, et de mémoire, il me semble qu'aux dernières consultations, ce lot-là, par exemple, avait, je sais plus s'il était infructueux, mais en tout cas très, très peu de concurrence. C'est ça. En fait, je comprends, hein, vous êtes vraiment dans une problématique, un peu, inextricable. C'est si je fais des petits lots sur des opérations ponctuelles, ça permet à des TPE de répondre, mais ces TPE-là n'ont pas les moyens de répondre parce qu'elles ont pas le temps. Et si je fais des lots plus gros, bah, là, ça s'adresse forcément à des PME qui sont aussi plus conséquentes et on va vous reprocher de pas ouvrir vos marchés aux TPE. Et en fait, comprends, non mais vous êtes dans effectivement dans une logique qui est pas simple, hein. Ça aussi, c'est quelque chose que les entreprises doivent comprendre, hein. C'est que vous avez aussi des problématiques en face opérationnelles qui sont pas si faciles que ça à gérer. Euh, ok, très bien. Juste pour terminer avec ce sujet euh, d'exécution de marché, comment est-ce qu'une entreprise, au moment de la réponse, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire peur aussi parfois aux entreprises, c'est la chefferie de projet, hein, pour dire les choses comme ça, d'un marché public au sens propre du terme. C'est-à-dire que derrière, j'ai 4 ans de reporting, de gouvernance en fait à mettre en œuvre. Euh, pour que l'exécution se passe bien, quels seraient les conseils que vous pourriez donner, qu'on peut préparer dès la réponse, enfin dès les dispositifs qu'on propose au moment de la réponse, quoi. Alors, déjà pour que ça se passe bien, enfin l'idéal c'est de prévoir une réunion de lancement. Alors, on essaye de systématiser, même si je pense qu'on ne le fait pas dans tous les marchés, mais systématiser cette réunion de lancement. Euh, Elle permet déjà de se rencontrer quand il n'y a pas eu de Ouais, négo, quand il n'y a super pas eu important. d'échange Ah oui, préalable, déjà de se rencontrer, pouvoir identifier aussi de part ouais. et d'autre les interlocuteurs qui seront dédiés à l'exécution du marché. Parce qu'en général, on demande la plupart du temps Mm. la Ah mais désignation d'un clairement. interlocuteur, etc. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir l'identifier, pouvoir le rencontrer. Et puis, ce qui est vraiment important dans ces réunions de lancement, c'est de pouvoir, alors rappeler, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, oui, rappeler ensemble, en tout cas, échanger ensemble sur euh, les grandes lignes, les grandes idées, enfin les grands points, les points essentiels du marché. Parce que bah, peut-être qu'en effet, déjà, le marché, la réponse, elle peut dater, hein, suivant le temps de Ah mais notification, ça c'est clair. etc. Et puis, peut-être que ça n'a pas été forcément bien compris aussi. Oui, Donc, l'idée, c'est de pouvoir reprendre les points essentiels, les attentes, voilà sur quoi on vous attend, voilà les points essentiels, voilà ce qu'on s'était dit, voilà comment on s'était dit, voilà la réponse, ouais, etc. Et les points de vigilance aussi, les points de vigilance particulièrement, parce que peut y en avoir sur certains types de marchés. ouais. Les points durs, j'ai envie de dire, sur lesquels on ne transigera pas en tant qu'acheteur public. Donc, ce qui vraiment est important pour nous aussi, que ce soit clair dès le début. Et dans le même temps, parce que c'est pas que dans un sens, hein, dans le même temps, c'est aussi pour justement le titulaire de pouvoir déjà poser les questions, s'il y en a. Pour revenir sur ces problématiques d'exécution de contrats, comme on le disait tout à l'heure, Grand Paris Sud, c'est une agglomération avec 23 communes. 23 communes qui, en fait, ont des directions métiers à l'intérieur qui, en plus, sont pas forcément de la commande publique. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que, premièrement, c'est un cas qu'on voit de plus en plus sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marchés publics avec de l'achat mutualisé. Ce qui me semble être une bonne chose, hein, pour optimiser les marchés, optimiser le besoin, vous optimiser votre performance économique. Par contre, pour les entreprises, ça pose un vrai sujet d'animation commerciale du contrat, à savoir comment est-ce qu'elles s'assurent que cet accord cadre, il est bien connu des directions métiers sur le terrain et qui sera utilisé. Et franchement, ce qu'on voit nous à l'usage, hein, c'est qu'en fait, il y a vraiment trois niveaux de questions. C'est premièrement, est-ce que les directions métiers dans les communes, elles savent qu'il y a un contrat? Et ça, c'est pas toujours le cas. De deux, est-ce qu'elles savent comment le contrat fonctionne? Et ça, c'est pareil, on s'est rendu compte que c'était pas non plus évident parce que les directions métiers n'ont pas non plus envie de lire les dossiers de consultation. Donc, elles n'ont pas forcément non plus le bon niveau de retour sur ce sujet. Et le troisième point, du coup, c'est le fait qu'elles se sentent
en mesure d'identifier quand elles peuvent faire appel aux services ou aux produits de l'entreprise. Et donc, honnêtement, aujourd'hui, c'est une vraie complexité pour les entreprises qui ont réussi à gagner le marché, c'est ensuite de réussir à le faire vivre sur la durée et à faire en sorte qu'elles en sortent du chiffre d'affaires, hein, c'est quand même le but de toute cette opération. Donc, comment est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui est titulaire d'un marché Grand Paris Sud d'organiser sa communication avec les 23 communes de l'agglo plus l'agglo, quoi? Alors, heu, moi, ce que je conseillerais, enfin, déjà, il faut savoir qu'à Grand Paris Sud, justement, par rapport au marché mutualisé, ce que vous dites, on l'a constaté. En fait, on a commencé à déployer, à mettre en œuvre, alors des marchés mutualisés, il y en a quand même, depuis un certain temps. Mais là, on en a quand même formalisé un certain nombre et on a surtout structuré, en fait, justement, notre organisation interne. Parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, de tous les biais que vous avez cités, Ouais. que dans les communes, voilà, par exemple, nos collègues, nos homologues des marchés étaient au courant des marchés, mais pas dans les directions métiers. En tout cas, que Mmh. l'information et la communication au sein des communes, parfois, voilà, n'arrivait pas jusqu'au bon, destinataire, au bon interlocuteur et que finalement l'accord cadre mutualisé était mal connu aussi de la direction qui l'utilisait. Ouais. Donc c'était Oui. vraiment pas l'objectif. Donc aujourd'hui, on a structuré notre organisation et on a mis en œuvre des comités de suivi aussi de chaque groupement de commande avec l'ensemble, alors pas D'accord. forcément des 23 parce que sur chaque groupement, on n'a pas toutes les communes suivant le type de marché. Mais on met en œuvre justement ces comités de suivi pour que, d'une part, les homologues, nos collègues, les directions métiers aient connaissance de l'accord cadre, puissent relayer les difficultés et inversement, que nous, en tant que coordinateurs, on a la connaissance des référents et qu'on puisse, dès le début, communiquer justement l'ensemble de ces référents aux titulaires, D'accord. singulier pluriel, pour qu'ils aient connaissance justement de tous les référents, qu'ils soient pas perdus dans le cadre de ce groupement qui a quand même beaucoup de, bah, là, potentiellement 23, hein, en tout cas un certain Ouais, c'est nombre, c'est beaucoup, quand hein? même important. Des lieux de Ouais. livraison distincts, Mmh. des modalités de livraison distinctes en fonction des lieux de Ouais, ouais, ouais. livraison, des produits qui sont distincts aussi, enfin voilà, des attentes qui Mmh peuvent mh. être différentes en termes de livraison, de communication. Donc c'est tout l'enjeu en effet et je comprends tout à fait qu'un titulaire soit démuni quand il a pas ces informations-là, Mmh. et qui il relance, à qui il communique, Oui. comment en cas de difficulté. Enfin, c'est vraiment un fort enjeu aussi pour nous. Donc notre intérêt, c'est vraiment de communiquer aux titulaires l'ensemble des référents et en l'occurrence sur les moyens généraux particulièrement parce que c'est sur cette dimension-là qu'on a quand même pas mal d'accords cadres mutualisés. On a un référent nous à Grand Paris Sud qui anime aussi de son côté voilà ce réseau de référents techniques et qui est en lien justement avec le titulaire sur l'animation commerciale, sur justement la proposition aussi sur place de nouveaux produits, enfin de démonstrations. Enfin, ça va dépendre des marchés, mais voilà, il y a un vrai enjeu. Donc, Ouais. quand un titulaire a pas forcément ces infos-là, qui n'hésite pas à solliciter justement l'acheteur, le coordonnateur en tout cas du groupement, pour avoir l'identification des référents de chaque commune, les référents techniques, enfin vraiment les acheteurs qu'il va avoir au quotidien dans le cadre des commandes, des livraisons, qu'il ait cette liste en fait, hein, pour que à la fois, ça permet aussi à l'acheteur lui-même de se structurer, aussi de se poser les bonnes Mmh. questions parce que, ben, quand on est, dans la procédure, Oui. on se rend pas forcément compte qu'en face, en effet, il y a des informations manquantes. Donc, Mmh. il faut solliciter auprès de l'acheteur ces informations-là. Ce serait, utile pour les entreprises d'avoir cette cartographie achat? En fait, le qui achète quoi, comment, ça permettrait de Heu, pouvoir, remonter sur le bon donneur d'ordre, au bon moment? Dans le cas des Ouais, mutualisations? Des marchés ouais. mutualisation? Ah bah, oui, pour moi, en effet, enfin, Mmh. déjà dès le début, dans le dossier de consultation, alors nous, c'est ce qu'on fait, on identifie en tous les cas les collectivités, les communes qui sont déjà, qui font partie, enfin, en tout cas, sur la ligne de départ, parce qu'après peut y avoir d'autres collectivités qui nous rejoignent en cours de route. Mais dès le départ, on indique les donneurs d'ordre qui font partie du groupement de commande. Mmh. Et oui, il faut avoir l'identification, là, je prends l'exemple, on a, c'est en cours de consultation, oui, c'est en cours de consultation, un groupement de commande sur, l'entretien des terrains de sport.
Donc on a un Oui. certain nombre de communes qui sont adhérentes, enfin qui sont sur la ligne de départ. Et voilà, ce qu'on a fait, c'est on a fait un tableau, un gros tableau, alors effectivement un très gros tableau sur les différents types de terrains de sport de chaque commune, avec les Ouais. types de Bah oui, surfaces, chouette. Ouais. Ouais, les ouais. surfaces en question, Mmh. et les attentes en termes de voilà d'intervention, nombre d'interventions, quelle périodicité, etc. Au moins, c'est clair pour le C'est bien. futur titulaire, même pour les candidats, pour formaliser leur offre. Là, je vois pas comment on peut y couper en fait. Bon, après, ça Ouais. va dépendre des types de marchés, mais c'est encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la compréhension, la bonne compréhension et la transparence Mmh. aussi liée à l'exécution du marché. Si on va avoir une offre financière adaptée d'une part, et d'autre part une offre technique de qualité. Bon, voilà, il faut aussi qu'on puisse être en capacité de donner les bonnes informations. Alors après, c'est le recensement. Les recensements auprès de toutes les communes qui peut être fastidieux parce que la définition du besoin, elle est par définition assez fastidieuse aussi, et qui prend du temps côté coordonnateur. Mais ce travail-là, c'est du temps de gagner sur la suite et sur une bonne exécution. Donc, Non, mais c'est bien, c'est que vous avez vraiment, honnêtement, enfin, moi, le retour que je peux avoir par rapport à tout ce que vous mettez en place et ce qu'on peut voir par ailleurs, c'est que vous êtes super avancé. Honnêtement, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que dans la plupart des cas, voire dans tous les cas, sur d'achat mutualisé, cette action de coordination au niveau de la direction qui a passé le marché, elle est pas prise en charge et donc c'est vraiment à l'entreprise de l'anticiper quoi. Donc c'est bien là vous nous donnez des pistes derrière pour faire en sorte que les choses se passent de la manière la plus fluide possible. Et je pense qu'au fond ça arrange tout le monde. Hein. Si c'est pas fait, c'est pas ah bah tout par à fait. mauvaise volonté, c'est juste par manque de temps ou d'idées tout simplement parfois sur la nécessité que ça peut représenter quoi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou au contraire, enfin, sur le faire ou à ne pas faire dans l'exécution des marchés pour que ça se passe bien? Alors, de façon générale, je vais dire un peu, enfin voilà, c'est un peu une évidence, mais la communication, Ouais. voilà, ne pas attendre. Nous, on le dit en formation interne aux directions prescriptrices, pardon, Mmh. n'attendez pas que vous soyez vraiment qu'il y ait beaucoup de difficultés, beaucoup de dysfonctionnements pour déjà nous alerter au niveau de la commande publique, mais de bouger, et d'alerter aussi le titulaire, quoi qu'il en soit. De la même Mmh. façon pour les titulaires, il faut pas hésiter à solliciter l'acheteur, le donneur d'ordre, dès qu'il y a un questionnement, une mauvaise compréhension ou voilà des questions, technico-pratiques, il faut vraiment et documenter en tant que possible aussi, enfin tant Ouais. d'un côté que de l'autre. Garder la traçabilité aussi de tout quand même, mais vraiment la communication. En fait, on voit bien que parfois, c'est un problème de communication, Mmh. c'est pas une mauvaise exécution, par, volonté d'avoir une mauvaise exécution, c'est parce qu'il y a une incompréhension, Ouais. qui est telle et puis en plus qui s'est poursuivie, qui s'est ancrée et qui fait que, ben, voilà, au bout du compte, personne n'est satisfait d'un côté comme de l'autre. Donc vraiment la communication pour moi, c'est pour ça que je disais voilà commencer, par des réunions de lancement et nous notre objectif aussi en termes d'exécution, c'est vraiment aussi de pouvoir, mener des revues contractuelles, se voir périodiquement avec les titulaires. Alors peut-être pas, encore une fois c'est progressif, pas à tous les titulaires, mais en fait avec certains Mmh. aussi sur des gros volumes d'achat ou sur des marchés stratégiques, par exemple. De se voir régulièrement aussi pour faire le point, parce que Mais l'idée bien c'est de sûr. s'améliorer. C'est de s'améliorer aussi de notre côté parce que, bah, la plupart du temps, les titulaires ont aussi des choses à nous dire. On n'est Mmh. pas voilà, on sait qu'on n'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sait qu'il y a des choses à améliorer. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi une évaluation dans les 2 sens. Et de pouvoir aussi bénéficier, peut-être de solutions aussi nouvelles, de solutions innovantes, Mmh. qu'on connaît pas et que en fait, le candidat, le titulaire ne n'ose pas nous proposer parce qu'il pense qu'il est dans un marché et qu'il peut pas voilà, qu'il est cantonné à ce qu'on avait écrit au départ. Alors que non, dans l'absolu, on voilà, c'est des choses qu'on peut faire, après à voir comment on peut les faire bien évidemment, mais l'idée, c'est de pouvoir, maintenir les échanges, en fait et puis quand tout se passe bien, bah, tant mieux. Tout se passe bien, tant mieux, mais voilà, la plupart Non du mais temps, il y a quand même, des choses à améliorer, on le sait donc voilà.
En fait, ce que vous exposez là, c'est vraiment les bonnes pratiques de manière générale en B2B, qu'on soit avec du public ou avec du privé, que les entreprises mettent en place quand elles travaillent avec d'autres entreprises. Honnêtement, la plupart le font. Mettre en place un suivi régulier avec son client, c'est un peu le b.a.-ba d'une bonne relation, hein, communiquer. Sauf que dans le public, elles perdent tous leurs réflexes. Parce que comme Ouais. on est sur un marché public très codifié, elles ont l'impression que si c'est pas écrit, c'est pas à faire. Et malheureusement, toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre sont oubliées. Et donc, je pense, enfin moi, hein, le principal conseil qu'on peut faire, enfin le principal retour qu'on peut faire nous aux entreprises qui écouteraient là, c'est faites comme vous faites par ailleurs, quoi. Si vous sentez que vos clients ont besoin d'avoir un niveau de communication important en B2B, dans le public aussi. Donc mettez-le en place, quelles que soient les règles de gouvernance que vous avez pu définir dans le mémoire technique. En fait, après, c'est 4 ans de relation. Donc quand on est sur Tout de à l'accord fait. cadre, faut que ça se passe bien, quoi. 4 ans, c'est long. Donc c'est vraiment l'occasion d'approfondir une relation enfin, de manière hyper qualitative quand on est dans ces bonnes pratiques-là, quoi. Ok, ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ces bons conseils. Pour terminer, on va faire un petit focus sur l'actualité de la commande publique. Là, on l'a vu ces derniers mois, la commande publique a vraiment été au centre, et toujours d'ailleurs, hein, au centre Oui. des discussions. La commission sénatoriale, le budget qui est en train de se préparer, le retour de la Cour des comptes. Euh, enfin, tout ça, ça fait émerger. Enfin, c'est le but. En fait, c'est toujours ce qui est compliqué, c'est que le but de ces rapports, c'est de faire émerger les problèmes, même si ce serait bien qu'on fasse aussi émerger ce qui se passe bien. Mais bon, en gros, on cherche plutôt les problèmes. Donc, quand on les cherche, on les trouve. Et là, on est dans un angle qui est forcément un peu complexe en ce moment. Euh, et qui va nécessiter, et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, aux acteurs publics de se transformer, d'aller un peu dans le sens de l'actualité. Euh, Quand on discutait avant, vous me parliez de résistance au changement, mais ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les organisations, pas seulement dans le public. Comment est-ce que vous l'abordez en interne? Quels sont les... Enfin, faut que les entreprises aussi, elles comprennent qu'en face, on est sur des gens qui ont des habitudes, qui ont des idées qui sont ancrées, des croyances qui sont ancrées. Et donc, comment vous abordez cette notion de conduite du changement dans le contexte actuel? Bah, la conduite du changement, enfin, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est vraiment, une course de fond, hein, c'est pas un marathon donc encore une fois, on y va progressivement, petit à petit, en choisissant ses priorités aussi. On peut pas faire tout, on peut pas tout révolutionner tout en même temps. Non. Hem, donc en interne, ça commence déjà par l'interne, hein, nous, commande publique achat, de partir, d'une vision purement juridique à voilà une intégration de techniques d'achat, de se poser ces questions-là, achat, intégrer la RSE, même si on le faisait un peu avant, voilà, là on systématise, on structure. Ça nécessite aussi une autre vision du métier, voilà, de juriste marché, qui intègre alors sans être acheteur à proprement parler, d'intégrer des techniques d'achat, de se poser ces questions-là, de systématiser un process qui est différent de celui d'avant. On se limite plus à conseiller et rédiger un dossier de consultation, ça va bien au-delà, mais c'est hyper enrichissant en même temps. Moi, c'est ce que j'essaye aussi Ah, c'est trop de bien. mettre en avant, c'est de dire Oui. ça étend le panel aussi des compétences et du champ des possibles. Ouais. Et puis intellectuellement, enfin voilà, par rapport au Mm. métier, c'est hyper intéressant. Donc ça nécessite aussi d'expliquer. Voilà, c'est vraiment voilà, dans la pédagogie, dans l'accompagnement, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cela et pourquoi on le fait et comment on va le faire et quel est l'objectif final. Donc, en cela, le SPASER aussi permet d'avoir vraiment une vision prospective et une vision à plus ou moins long terme. Donc voilà, ça s'accompagne aussi de formation, hein, parce qu'on décrète pas en claquant des doigts qu'on va mettre en place des techniques d'achat. On s'est formé en interne aussi. On a commencé par se former pour pouvoir aussi former et accompagner les directions de Grand Paris Sud. Donc se former aussi, ça veut dire aussi se remettre en cause. Ça veut dire, bah voilà, comment dire, réattribuer aussi du temps passé autrement.
c'est-à-dire Mmh. se focaliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on met de côté certaines tâches, au contraire, mais ça veut dire réattribuer le temps autrement. C'est aussi notre façon de travailler. Donc, c'est vrai que quand les habitudes sont bien ancrées, c'est difficile. Après, ça dépend aussi beaucoup Mmh. des personnalités, des tempéraments. C'est un accompagnement de longue haleine et moi, en tant que chef de service, c'était mon rôle aussi justement d'impulser cela et de montrer la voie, de montrer les objectifs et aussi les gains. Qu'est-ce qu'on a à gagner aussi? Qu'est-ce qu'on a à gagner à changer de cette façon-là? Quels sont les Ouais. objectifs aussi? J'ai l'impression que c'est la principale question, hein. Vous voyez, nous on le vit, hein, quand on a des clients qui ont une offre, un peu décalée par rapport à ce qui existe, parce qu'elle est plus innovante, enfin parce qu'elle est tout simplement aux standards du marché, hein, souvent, voilà. Mais par rapport à ce qui pouvait être, utilisé dans les directions, métiers, en fait, les retours qu'elles peuvent avoir, pour, essayer d'impulser du changement, parce que, leur offre va forcément parfois impulser un changement en termes d'organisation, de niveau de pilotage et tout qu'elles peuvent avoir. Heu, c'est qu'en fait, les gens bougent plus par peur de ne pas être conforme à un point réglementaire ou d'avoir un risque particulièrement élevé à un moment donné, et je pense à des problématiques de cybersécurité, que par bénéfice et par volonté d'optimiser, quoi. C'est-à-dire que le, le risque du changement est surévalué par rapport aux bénéfices que ça pourrait apporter. Et ça, c'est une notion qui est super compliquée à aborder quand on vient du privé parce que cette résistance-là, elle n'est pas aussi forte en B2B et elle est difficilement compréhensible de la part des entreprises. Ouais. Vous Ouais, voyez ouais, ce non, que je veux c'est sûr. dire? Ouais. Oui, oui, je comprends. Non, mais c'est sûr que, voilà, la conduite du changement, c'est, voilà, il y a de l'interne avec, en interne les services compte public achat, donc une autre métier de faire une autre façon de faire son métier. Les directions prescriptrices aussi, hein, qui étaient sur, pareil, qui ont été aussi à un moment donné, on leur a peut-être un peu trop fait peur sur le cadre juridique, les risques, Ouais. de contentieux, alors qu'en fait, risque de contentieux, on en a Ouais, presque c'est pas. ça. C'est pas un sujet en soi. Enfin voilà, il existe hein, plus ou moins. Après, c'est une mesure du risque aussi à faire en fonction des dossiers et en fonction des thématiques. Donc aussi, c'est aussi les accompagner sur non, non, on va se détendre, on va voilà ce qui est possible de faire, voilà le cadre et on vous accompagne. On est là justement en support, en appui pour pouvoir ouvrir ce champ des possibles aussi avec les fournisseurs et avec cette innovation. Et puis du côté des entreprises aussi, et c'est pour ça que la communication sur les spasers, sur les objectifs et sur Mm. les attentes, elle est importante parce que ça permet aussi de montrer aux entreprises que voilà, on est en train d'évoluer, on est en train de changer aussi un petit peu notre axe de travail et nos réflexions en lien avec nos politiques publiques, parce que c'est quand même ça aussi, on est en phase, on est aligné en Ouais. fait avec l'ensemble, et que justement on ouvre cette voie-là et que bah, c'est possible. Donc à nous aussi d'être suffisamment Mm. concrets dans ce qu'on demande et communiquant par ailleurs sur les possibilités. C'est vrai que c'est aussi, je pense, un travail de longue haleine dans cette dynamisation, cette impulsion. Donc, Ouais, non mais ok. C'est vrai que je pense que c'est l'un des freins en fait qui fait que les gens ne se comprennent pas entre le public et oui. le privé. C'est Ouais, que ouais, non, mais les c'est sûr. ouais. Et on a aussi à s'améliorer sur plein de choses, parce que rien que sur la compréhension des dossiers de consultation, c'est vrai que je me mets à la place, on se met à la place des entreprises. Mmh. Voilà, c'est parfois pas suffisamment compréhensible, c'est trop technique, trop juridique, trop ceci, trop cela. Donc à nous aussi, et on est aussi en réflexion, ça fait partie des axes aussi de notre spaser sur l'axe économique, hein, c'est simplifier aussi nos dossiers de consultation de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus lisibles, plus voilà, plus engageants aussi, plus attractifs en fait. C'est notre rôle aussi. Parce qu'on peut pas, voilà, moi je considère qu'on peut pas toujours se plaindre, Oui. de dire: «Ah bah, il y a pas assez de concurrence» et puis de rien faire en fait. Ouais. Attendre qu'il y ait des simplifications. Alors déjà, on sait très bien que la simplification, on va pas Complexifie en arriver général comme ça. beaucoup les choses. Voilà. Enfin, je Donc pense au aussi à nous de dispositif Achat simplifier. innovant Voilà. qui est pas du tout Bah oui. utilisé alors qu'il est plutôt simple. Enfin bref. Mais oui, oui.
À nous d'essayer de mettre en place aussi des choses pour simplifier la lecture, enfin en tout cas pour attirer davantage. Voilà. Même si à un Mmh. moment donné, c'est vrai peut-être qu'on arrivera au bout de l'exercice, mais là, les marges de manœuvre sont, je pense, assez importantes. Ouais. Donc on a encore pas mal de chantiers, voilà, à mettre en œuvre aussi. Euh, donc voilà, moi je pense qu'il faut être rassurant aussi envers les entreprises. Euh, voilà, dire que voilà, les évolutions sont en cours, c'est en train de se mettre en œuvre. Il faut vraiment solliciter les acheteurs Mmh. et puis peut-être nous bousculer aussi. Hein, c'est ça. Hein, enfin, ça va dans Oui. les deux sens. Hein. Ouais, ouais. Nous bousculer et nous questionner justement parce que c'est souvent quand on a des questions, ben qu'on se rend compte que oui, ah oui, peut-être Ouais. il y a quelque chose à faire de ce côté-là, quoi. Voilà, c'est Ouais, vraiment puis dans les deux sens. faut accepter, faut que les directions métiers acceptent de recevoir les entreprises, ce qui Ouais. permettra d'initier un dialogue et de mettre en place le bon niveau d'information sur le qui fait quoi, quelles sont les problématiques de chacun et comment faire en sorte de mieux se rencontrer. C'est aussi le but de ce podcast. Hein. C'est Oui. que vous puissiez exposer vos manières de travailler, vos problématiques, vos enjeux et que en face l'entreprise elle comprenne un peu mieux pourquoi parfois elle a cette réaction de la surpublic. C'est pas contre elle, c'est juste une contrainte interne qu'il faut considérer quoi. Donc merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage super riche et très optimiste je trouve, enfin très, enfin moi en tout cas qui me donne beaucoup d'optimisme et de positif sur l'évolution de la commande publique et des relations que les entreprises peuvent avoir avec les acteurs publics. Pour terminer, est-ce que vous avez un souvenir marquant dans votre carrière d'acheteur à nous partager, un moment waouh, vous vous êtes dit mais c'est pour ça que je fais ce métier quoi. Alors, un moment marquant, je dirais, j'en ai pas un, j'ai pas un moment. C'est des moments, on va dire des moments qui ont été effectivement assez ouais, mémorables. On va dire ça comme ça. Mmh. Alors, il y en a eu plusieurs hein, sur différentes collectivités. Là, je prendrai le dernier puisque c'est à Grand Paris Sud. Ça a été dans les échanges et dans la co-construction aussi avec les directions. Premier petit Ouais. déjeuner, c'est vrai que j'étais arrivée il y a pas longtemps. Et j'ai décidé voilà de faire un petit déjeuner, un format petit déjeuner pour Mmh. amener le sujet de la commande publique. On était vraiment au début de la structuration et on m'a dit mais on n'a jamais fait ça ici à Grand Paris Sud, petit déjeuner avec les Ouais. directions. Et du coup, je me suis dit ah bah c'est très bien et comme en plus il y a un portage fort de la DG, c'est vrai que c'était agréable dans le sens où voilà Mmh. j'ai pu mettre en place bah, en fonction des formats, des idées. Donc ça, c'était vraiment le premier moment marquant. Et puis là, la présentation aussi de tout le travail sur le SPASER aux élus Mmh. de Grand Paris Sud, ça a été et de voir aussi qu'il y avait vraiment bah, une compréhension finalement parce que l'achat public était peut-être pas forcément vu, connu comme il a été présenté dans le cadre du SPASER avec toutes ces interactions, ces enjeux et ces leviers. Et là, le fait de voir qu'en fait, bah, il y avait eu cette bonne compréhension et de dire: «Ah bah oui, en fait, là vraiment, l'achat public, c'est pas que la commande publique, c'est pas que les Ouais. «marchés publics» entre guillemets, hein». Ouais, vous avez mis de la valeur, dans un Hem, processus très juridique quoi, en fait, voilà de et valeur de voir le opérationnelle. portage, qui en a été fait, ben, Mmh. c'était vraiment l'aboutissement d'un travail, mon collectif et de se dire, bah, voilà, c'est vraiment, c'était vraiment encourageant de se dire: «Bah, ça sera pas, un document, qu'on va laisser sur le coin de table, on sait que voilà, on va le faire vivre et qui va vraiment animer la commande publique de Grand Paris Sud et les achats, quoi. Donc voilà, c'était C'est vraiment les. c'est pas le but, mais vous allez faire naître, enfin, c'était pas le but du podcast, mais je pense que vous allez faire naître plein de vocations là. Bah, ça serait formidable, franchement, ça serait formidable. Et puis je pense qu'on a vraiment, ouais, les achats, la commande publique a de beaux jours devant elle parce que Mmh. voilà, il y a plein de choses à faire et puis l'actualité, la mise en Ouais, avant, c'est heu, super intéressant, hein. voilà. À nous justement de démontrer que, c'est un vrai levier et qu'on sait Mmh. aussi s'adapter à toutes ces contraintes aussi et que, c'est une vraie force, au service des collectivités, des territoires. Et voilà, je pense que mais c'est passionnant, oui, c'est en cela que c'est passionnant justement. Ah non, mais c'est génial. Je pense que vous avez tout dit, mais si vous aviez un dernier conseil, à donner à une entreprise qui hésiterait encore à se lancer dans la commande publique, quel serait-il?
Qui hésiterait à se lancer dans la commande publique, bah, alors déjà d'y aller, Mmh. de pas avoir de crainte, et surtout, de savoir qu'elle peut poser des questions. Parce que c'est vrai que Ouais. souvent, on est dans des entreprises qui nous disent après coup: «Ah bah, oui, mais en fait, bah, il fallait poser des questions». Vous avez la possibilité de poser des questions pendant le temps de consultation, Mmh. et même, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en amont, de pouvoir solliciter, alors après c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais de solliciter les acheteurs publics en amont. Et de venir aussi en rencontre fournisseurs dans les salons, de prendre ce temps-là. C'est du temps, mais je pense que c'est important, de le Oui. prendre. Et puis aussi de dire que voilà, répondre à un marché public, c'est contribuer aussi, au développement des collectivités, des territoires, Oui. contribuer, à l'intérêt général. Ouais, puis c'est donner du Heu, sens à son travail, hein. voilà. Honnêtement, nous, c'est comme ça qu'on le vit aussi. C'est vraiment Ouais. ça aussi, Mmh. et puis c'est de contribuer aussi par les actions environnementales et sociales, Mmh. contribuer, aux actions, voilà, à plus grande échelle. C'est vraiment, une action, des actions, qui ont un sens, de façon générale et pas que pour, le marché en question. C'est vraiment, voilà, contribuer à l'intérêt général au sens large. Donc faut vraiment pas avoir peur et puis se lancer sur toutes ces thématiques-là. Nous, on est vraiment, enfin, en tout cas, on est à l'écoute, hein, on est à l'écoute et puis, voilà, Bah, on vous êtes aimerait avec nous bien, aujourd'hui, hein. On tordre le le sent cou déjà. tordre le cou aux idées reçues. Voilà, non, les dés ne sont pas pipés d'avance. Non, Ouais. non, on est là pour garantir justement aussi, voilà, Mmh. tous les grands principes de la commande publique, pour ouvrir un maximum à la concurrence. Donc voilà, il faut pas croire que, c'est joué d'avance, au contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est de la concurrence aussi. Ouais, bon, c'est génial. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie et puis, Bah, merci à vous. c'était vraiment, super intéressant et je pense que là, on a bien compris, comment s'articulait un spazer, pour une entreprise dans le cadre d'un marché public. Enfin, c'était vraiment, une entrée en matière, à la fois douce, très concrète, très terrain et bien loin de la technique, un peu compliquée, réglementaire, quoi. Donc merci beaucoup pour ce gros, gros travail de simplification.